Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Plusieurs équipes de télévision agressées à Saïda par des partisans d'Ahmed El Assir venus protester contre le nouvel imam de la mosquée Bilal Ben Rabah, ancien fief du cheikh salafiste. Gebran Bassil confiant que l'armée et la résistance sont capables de protéger les hydrocarbures du Liban contre Israël. Selon le ministre sortant de l'énergie, l'État hébreu a foré à 4 km des eaux territoriales libanaises. Journée sous tension en Égypte où les frères musulmans et le camp islamiste manifestent en masse contre ce qu'ils décrivent comme un coup d'État militaire contre l'ancien président Mohamed Morsi. Et à suivre également dans cette édition, alors que les forces de Bachar el-Assad poursuivent leur assaut sur Homs, l'opposition syrienne appelle la communauté internationale à soutenir les combattants de cette ville en leur livrant des armes. Des partisans du cheikh islamiste Ahmed El Assir ont agressé plusieurs équipes de télévision à Saïda au Liban Sud, notamment celle de notre chaîne. Les journalistes étaient en train de filmer une manifestation des fidèles entamée après la prière du vendredi lorsqu'ils se sont fait agresser. Une manifestation en soutien à Assir, toujours recherchée depuis les affrontements meurtriers avec l'armée. Ces partisans sont partis depuis la mosquée Bilal Ben Rabah à Habra, ancienne place forte du cheikh salafiste dans la banlieue de Saïda, vers le rond-point Karama dans le centre de la grande ville portuaire. Les manifestants protestaient contre le discours du nouvel imam de la mosquée, Cheikh Mohamed Abou Zaid, qui n'a pas mentionné Assir dans son premier discours. L'armée a dû intervenir pour protéger les journalistes et leur conseiller de quitter la ville pour leur propre sécurité. Parallèlement, de petites manifestations de solidarité avec Cheikh Assir ont eu lieu à Beyrouth et Tripoli, la capitale du Liban Nord. Des manifestations qui interviennent au lendemain de l'appel du salafiste dans un enregistrement sonore à manifester aujourd'hui devant toutes les mosquées du Liban. Le ministre sortant de l'énergie, Gebran Bassil, estime qu'Israël a la capacité de parvenir aux ressources pétrolières offshore du Liban. Il assure cependant que l'armée et la résistance ont les moyens de protéger les réserves libanaises en hydrocarbures. Lors d'un point de presse, le ministre a par ailleurs appelé le chef de l'État, Michel Sleiman, et le Premier ministre sortant, Najib Mikati, à convoquer une réunion extraordinaire du gouvernement. Objectif, adopter les décrets toujours en suspens, définir les blocs offshore et leurs coordonnées, ainsi que le partage des revenus. Israël et le Liban, qui n'ont pas de frontières formelles, sont en désaccord sur le tracé de la limite maritime. Le 18 avril dernier, Bassil avait toutefois minimisé le risque de conflit avec l'État hébreu, estimant qu'il mène ses opérations de forage à 4 km de la frontière libanaise. Les deux pays ont soumis à l'ONU un tracé différent de ses frontières maritimes et de sa zone économique exclusive qui donne des droits souverains pour l'exploitation de l'eau et du sous-sol. Aucun ne semble prêt à céder, tout particulièrement depuis la découverte près de la zone disputée de 854 km² de réserves énergétiques sous-marines susceptibles de générer des milliards de dollars de revenus. L'ancien Premier ministre français François Fillon en visite à Beyrouth où il a été reçu par le chef du Parlement Nabih Berri à Hanetine. Au cœur de leur discussion, les derniers développements sur les scènes locales et régionales. L'ancien chef de gouvernement de Nicolas Sarkozy s'est auparavant rendu au palais de Bravda pour un entretien avec le président Sleiman. Une réunion axée sur les relations bilatérales et la coopération entre les deux pays. Les partisans du président renversé Mohamed Morsi manifestent dans les rues du Caire 2 jours après sa destitution par l'armée. Au moins 3 protestataires sont morts dans des échanges de tirs avec des soldats. Face à l'instabilité, le procureur général égyptien a annoncé sa démission, invoquant de possibles conflits d'intérêts dans de futures instructions d'affaires judiciaires. Et l'Union africaine, pour sa part, suspend la participation de l'Égypte à l'organisation panafricaine. Vendredi du refus, c'est le nom de la nouvelle manifestation qui s'empare des rues de la capitale égyptienne cet après-midi. Cette fois-ci, c'est en soutien à Mohamed Morsi que des milliers de personnes sont rassemblées. Après la prière musulmane hebdomadaire, les partisans du président renversé se sont mis en marche. Ils protestent contre le coup militaire ainsi que la vague d'arrestations qui s'est abattue sur le camp Morsi. Sauf menace de la sécurité du pays, l'armée affirme qu'elle ne prendra pas de mesures arbitraires et appelle à la réconciliation nationale. Principaux acteurs à l'origine de la manifestation, les frères musulmans prônent la retenue mais dénoncent l'instauration d'un État policier en Égypte.
Nous rejetons ce coup militaire contre notre président et contre la Constitution ainsi que la légitimité de l'État. Nous refusons toute coopération avec cette autorité qui a extorqué la volonté du peuple, mais nous participerons à toute protestation pacifique et populaire contre ce coup. Coup d'État ou volonté du peuple, la qualification des événements est cruciale pour le Caire qui craint des sanctions économiques et un arrêt de l'aide fournie par les États-Unis. Washington octroie une aide militaire essentielle à l'Égypte. Washington est un partenaire stratégique pour l'Égypte et le bien-être de notre pays est important pour les États-Unis. J'espère qu'ils sauront voir la situation telle qu'elle est vraiment, qu'il ne s'agit pas d'un coup militaire mais de la volonté de la majorité écrasante du peuple. Autre ville, même slogan. Hier, des milliers de personnes ont défilé à Alexandrie et Ismaïlia, appelant au retour de Mohamed Morsi. Je voudrais dire au monde entier que Mohamed Morsi est notre président légitime. S'ils veulent une nouvelle révolution après celle du Nil, dont ils ne respectent aucune demande d'ailleurs, ils l'auront. Le soir, des affrontements entre factions ont éclaté à Zagazig, la ville natale de Morsi, dans le nord du pays, où les combats ont fait une dizaine de blessés. Et l'instabilité s'étend jusqu'au Sinaï. Les autorités égyptiennes ont fermé le point de passage avec Rafah, à la frontière avec la bande de Gaza, en raison de plusieurs attaques. À l'aube notamment, des hommes armés ont pris d'assaut une position militaire. Bilan, un soldat mort et 2 blessés. On ignore si l'agression est en lien avec la situation politique du pays. Et puis en déplacement en Tunisie, dont la révolution a inspiré le soulèvement contre Hosni Moubarak, François Hollande a jugé que le processus démocratique était arrêté en Égypte. On l'écoute. Quand il se passe ce qui se passe en Égypte, c'est forcément un aveu d'échec. C'est forcément un peuple qui se mobilise, mais aussi un président qui avait été élu démocratiquement, qui est destitué. Donc le défi qui est maintenant posé, c'est de tout faire pour que le processus reparte. Ce qui compte, c'est que l'armée, qui a pris donc la responsabilité de déposer le président, d'en appeler à un nouveau président qui était celui de la Cour constitutionnelle, d'organiser au plus tôt, dans des conditions irréprochables, des élections. Alors que les forces de Bachar el-Assad poursuivent leur assaut sur Homs, mais sans réelle percée, la coalition de l'opposition syrienne lance un appel à l'aide pour empêcher la chute de cette ville au centre de la Syrie. C'est un appel politique, éthique et humanitaire à une intervention immédiate pour briser le siège de Homs. Réunie à Istanbul, la coalition a également appelé l'état-major de l'armée syrienne libre et les pays du Conseil de coopération du Golfe à fournir aux combattants du front de Homs et de toute la Syrie des armes sophistiquées pour repousser l'agression des soldats du régime. L'opposition estime que les rebelles combattent 4 armées, à savoir celle du régime, celle du Hezbollah, le corps des gardiens de la révolution iranien et la technologie russe qui fournit les images satellites. Un Syrien sur 5 ne peut plus produire ou acheter de la nourriture en quantité suffisante pour subvenir à ses besoins. C'est la conclusion de l'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture et du Programme alimentaire mondial. Après une visite sur place en mai et juin, les 2 agences sont prévenues que la situation pourrait encore se détériorer si la guerre perdure. La production intérieure est aussi sévèrement compromise pour l'année qui vient. Le rapport estime ainsi que la Syrie devra importer 1,5 million de tonnes de blé pour la campagne 2013-2014. La production de blé en Syrie a chuté de 40% depuis le début du conflit pour atteindre 2,4 millions de tonnes. Les Philippines vont maintenir leurs 340 casques bleus sur le plateau du Golan à condition que leur sécurité soit renforcée. C'est ce qu'a indiqué le président Benigno Aquino après une série d'incidents liés au conflit syrien. La force de l'ONU a été ces derniers mois la cible de tirs et à 2 reprises, des casques bleus philippins ont été pris en otage pendant quelques jours par des opposants syriens. La FNUOD, dont les membres sont équipés seulement d'armes défensives, est chargée depuis 1974 de faire respecter un cessez-le-feu sur le plateau, région du sud-ouest de la Syrie, occupée en grande partie par Israël. Elle compte 1 millier de casques bleus, civils et militaires. Après le départ des troupes canadiennes, japonaises et croates, les principaux contingents sont désormais autrichiens, philippins et indiens. Dans un instant, nous ferons le point sur l'affaire Snowden. Les alliés de la Bolivie exigent des excuses publiques des Européens.
Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Après Edward Snowden et ses révélations, Le Monde révèle le Big Brother français. Selon le quotidien, la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, espionne la totalité des communications en France. Mails, textos, relevés d'appels téléphoniques, accès à Facebook ou encore Twitter seraient ensuite stockés pendant des années. Des informations qui interviennent alors que Paris a rejeté la demande de l'ancien consultant de la National Security Agency à l'origine des révélations sur les pratiques américaines de surveillance, notamment de pays européens. Et affaire Snowden toujours, l'Amérique du Sud réclame des excuses publiques aux pays européens qui ont fermé temporairement leur espace aérien mardi et forcé ainsi l'avion du président bolivien Evo Morales à faire une escale à Vienne en Autriche. En cause des rumeurs sur la présence d'Edward Snowden à bord. 6 chefs d'État sud-américains ont tenu un sommet extraordinaire à Cochabamba en Bolivie dans le cadre de l'UNASUR, l'Union des Nations Sud-Américaines, qui compte 12 membres. Plus à l'est, à Santa Cruz, un consulat américain a été la cible de manifestants hier, jour de la fête nationale aux États-Unis. La veille, c'est l'ambassade de France qui avait été visée par des jets de pierre dans la capitale, La Paz. En bref, dans le reste de l'actualité de ce vendredi, le Pakistan rétablit la peine de mort, soucieux de montrer sa détermination face à la montée de la violence politique et des crimes. Le gouvernement a mis fin au moratoire en vigueur depuis 2008 concernant la peine capitale. Selon Amnesty International, qui a jugé la décision d'Islamabad choquante et rétrograde, il y aurait jusqu'à 8000 condamnés à mort dans les prisons pakistanaises, surpeuplées et livrées à la violence. Nelson Mandela n'est pas dans un état végétatif, c'est en tout cas ce qu'affirme le gouvernement sud-africain. Les médecins ont démenti que l'ancien président a été plongé dans un état végétatif permanent la semaine dernière. Son épouse a expliqué qu'après 25 jours d'hospitalisation, Madiba était parfois mal et en souffrance, mais qu'il allait bien. Selon un document écrit par l'avocat de la famille, les médecins ont conseillé de débrancher l'appareil qui maintient Mandela en vie. Et puis en Russie, l'accusation a requis 6 ans de prison contre l'un des principaux opposants à Vladimir Poutine, le blogueur anticorruption Alexei Navalny. Une condamnation qui le maintiendrait en prison au-delà de la prochaine élection présidentielle prévue en 2018. Accusé de détournement de fonds, il dénonce des affaires montées de toutes pièces. Navalny se dit persuadé que le chef du Kremlin cherche à l'écarter de la course à la présidentielle. Et puis avant de se quitter, ces images impressionnantes du concours annuel du plus gros mangeur de hot-dog aux États-Unis. Pour la 7e année consécutive, Joey Chestnut, un Californien de 29 ans, a remporté la compétition en avalant 69 hot-dogs en 10 minutes. Le concours, qui coïncide avec la fête de l'indépendance, attire chaque année des milliers de spectateurs à Coney Island, à New York. Chestnut a amélioré au passage la meilleure performance mondiale qu'il détenait déjà avec 68 hot-dogs. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Plusieurs équipes de télévision agressées à Saïda par des partisans d'Ahmed El Assir venus protester contre le nouvel imam de la mosquée Bilal Ben Rabah, ancien fief du cheikh salafiste. Gebran Bassil, confiant que l'armée et la résistance sont capables de protéger les hydrocarbures du Liban contre Israël. Selon le ministre sortant de l'énergie, l'État hébreu a foré à 4 km des eaux territoriales libanaises. Journée sous tension en Égypte où les frères musulmans et le camp islamiste manifestent en masse contre ce qu'ils décrivent comme un coup d'État militaire contre l'ancien président Mohamed Morsi. Et puis alors que les forces de Bachar el-Assad poursuivent leur assaut sur Homs, l'opposition syrienne appelle la communauté internationale à soutenir les combattants de cette ville en leur livrant des armes. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com ou en téléchargeant gratuitement notre application mobile Futur TV Lebanon. Excellent suite de programme sur notre antenne et bon week-end. يوم الأحد كان هو 14 شباط مرة